une deuxième partie de la grande table sur un sujet d'histoire mais très actuel. Bonjour Pierre Singaravello. Bonjour. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous dirigez les publications de la Sorbonne aussi et le Centre d'histoire de l'Asie contemporaine. Voilà pour la présentation. Vous êtes spécialiste du fait colonial et de la mondialisation en Asie au 19e et 20e siècle. Votre dernier ouvrage d'ailleurs, Tianjin Cosmopolis, qui a été paru au Seuil dans la collection L'Univers historique, c'était en 2007, revenait sur l'histoire de cette ville chinoise, Tianjin, méconnue au tournant du XXe siècle. C'était pourtant la capitale diplomatique de l'Empire du Milieu, une sorte de précipité chimique de la mondialisation en cours. Histoire connectée donc, mais aussi histoire globale. Vous avez participé à l'entreprise de l'histoire mondiale de la France, toujours au Seuil. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est que vous êtes le co-auteur d'une série documentaire diffusée ce soir sur Arte, une série documentaire intitulée Décolonisation. Ça commence quel jour, la lutte? Ça démarre comment? Elle vient d'où l'étincelle qui mène à la révolte? Il en faut quand même du courage pour affronter ces hommes blancs avec leurs machines qui crachent 500 balles par minute. Au début, pas le choix. On se soumet pour ne pas mourir, comme les autres. Les sœurs, les frères, les amis, qui n'ont pas compris assez vite que toute résistance était vaine. Alors on se tait et on étudie ces êtres étranges qui pensent que la force de la technique suffit pour avoir raison. Et puis un jour, les pouvoirs du colon cessent de nous impressionner. De Nairobi à Saïgon, on se redresse pour planter fermement nos yeux dans les siens. Du Gange au Congo, on se rappelle que les graines de la révolte étaient semées dès le début. Que la décolonisation a commencé au premier jour de la colonisation. Ça commence quel jour la lutte? Ce sont les premiers mots du narrateur, l'acteur Reda Kateb de ce documentaire donc diffusé ce soir sur Arte, un documentaire réalisé par Karim Misquet et Marc Ball et que vous avez donc coécrit Pierre Singaravello, un acteur donc qui est Reda Kateb qui dit je. Passer au documentaire pour vous, c'est assumer cette subjectivité, vous l'historien, très sérieux, directeur des éditions de la Sorbonne? Alors je ne suis plus directeur des éditions de la Sorbonne, Pardon. c'est mon collègue Bertrand Tillier qui m'a succédé. Mais en effet, l'idée était de nous adresser à un plus large public, sortir des arènes académiques aujourd'hui pour les chercheurs en sciences sociales et les historiennes, les historiens. C'est devenu d'une certaine façon une question de survie, puisque, comme vous le savez bien, sur France Culture, il y a une sorte de crise sociale, une crise du rôle social des chercheurs. Et donc, c'était pour nous une nécessité de transmettre à nos concitoyens le renouvellement historiographique de ces 30 dernières années sur cette question brûlante, cette question si importante de l'histoire du fait colonial et des décolonisations. Incarner assumer cette évolution de l'historiographie, c'est aussi adopter cette forme de subjectivité, c'est prendre parti, choisir un camp, Pierre Singaravello? Alors sûrement pas, il ne s'agit pas du tout de prendre parti, il s'agit tout simplement de constater que cette histoire a été longtemps incomplète et qu'il fallait restituer la part manquante de cette histoire du fait colonial. Une histoire à part égale, dirait. Une histoire à part égale. C'est un historien de votre génération. Si vous voulez. En tous les cas, l'idée était de partir d'un constat qui est celui que les empires coloniaux européens, depuis le XVIIIe siècle, sont sans doute les plus grands storytellers, les plus grands producteurs de récits de l'histoire de l'humanité. Les administrateurs coloniaux français, britanniques, hollandais ont produit des centaines de milliers de rapports, de mémoires, de journaux, qui à la fois, bien évidemment, tentent à justifier l'œuvre coloniale européenne, et en même temps qui transmettent une vision, la perception d'un empire européen omniscient, omnipotent, qui nous donne aussi à voir des indigènes, c'est-à-dire des populations autochtones en Afrique et en Asie, qui auraient été uniquement soit des agents de l'empire européen, soit des victimes passives. Et donc il était nécessaire, et c'est ce que font les historiennes et les historiens depuis maintenant plus de 30 ans, aux quatre coins du monde, d'inverser la perspective et de raconter cette histoire du point de vue de la majeure partie des acteurs
de ce passé, c'est-à-dire les coloniser. Cette vision du colon de la colonisation, on lui a souvent reproché d'avoir une approche essentialisante, naturaliste, évidemment, des peuples qu'il soumettait, notamment évidemment dans cette histoire que vous racontez dans le premier épisode, à travers cette histoire du racisme scientifique, Pierre Singaravelou. Comment ne pas tomber dans l'excès inverse et essentialiser une parole de colonisés qui serait avant tout des gens qui se sont révoltés, et surtout quand on couvre une période de temps aussi longue, près de 150 ans, un peu plus de 150 ans, sur tous les continents, peut-être pas l'Amérique du Sud, maintenant que j'y pense, en Afrique, de l'Afrique à l'Asie. Alors nous avons choisi avec les réalisateurs Karim Misquet et Marc Baul précisément d'essayer de rendre compte de la diversité à la fois des formes de résistance, mais aussi de coopération avec les colonisateurs, c'est-à-dire la diversité des pratiques sociales et politiques de ces colonisés face à cette intrusion étrangère, en proposant un récit polyphonique. C'est pourquoi nous avons choisi une vingtaine d'individus, de femmes et d'hommes, qui justement incarnent la diversité de cette réponse à la colonisation. Donc il ne s'agit pas uniquement de rebelles, de résistants, il y a aussi des figures comme celle de Mobutu, par exemple, qui incarne cette trahison à l'égard de la cause de l'indépendance au Congo et celle de la coopération avec les intérêts étrangers. On montre bien un même individu peut évoluer. C'est le cas de Gandhi ou de Lumumba qui croient d'abord que la coopération avec les colonisateurs est la solution et qui vont évoluer vers une résistance plus franche à l'occupant. Donc en fait, ce récit polyphonique permet au contraire, c'est ce que nous croyons en tous les cas avec Marc Baul et Karim Misquet, eh bien d'être plus juste en montrant bien la diversité de ces formes de réaction à la colonisation. Alors, l'approche est chronologique, chronothématique, on pourrait dire. Pierre Singaravelou, 3 épisodes, 3 temps. L'apprentissage d'abord de la révolte des Sipais en 1857, donc en Inde, jusqu'à la République du Rif, mise sur pied par Delcrim entre 1921 et 1926. Le deuxième épisode est consacré, lui, à ce que s'appelait la libération de 1927 à 1954. C'est les mouvements des indépendances, pourrait-on dire, l'affrontement par les armes, mais aussi par des armes plus inattendues comme le sport. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et enfin, un troisième épisode qui s'appelle Le monde est à nous, des indépendances à l'ère des post-colonies, la période post-coloniale qui est celle qu'on vit aujourd'hui et qui est celle où on relit, on revoit cette histoire, peut-être Pierre Singaravelou. Et il y a cette idée assez forte qu'on a entendue dans les premiers mots dits par Reda Kateb du premier épisode. La décolonisation commence en même temps que la colonisation. Oui, c'était très important de nous émanciper du récit scolaire qui prédominait jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est comme ça que j'ai appris l'histoire à l'école, c'est-à-dire le fait que les décolonisations commencent avec la fameuse ère des indépendances après 1945 et s'achèvent autour de 1975 avec les dernières indépendances officielles des colonies portugaises en Afrique subsaharienne. En fait, nous savons désormais que les premières résistances des populations colonisées face à l'expansion coloniale européenne interviennent dès le premier jour des tentatives de conquête, dès le XVIIIe siècle en Inde, très tôt également en Afrique, dès le début du XIXe siècle. Et donc, c'était très important pour nous de montrer, au fond, que l'intervention européenne suscite partout une réaction militaire, ensuite souvent des résistances, comme vous l'avez indiqué, culturelles, sociales. C'est le cas en Algérie à partir de 1830 et de la prise d'Alger. Il va falloir plus d'un demi-siècle pour que les Français s'approprient une portion conséquente du territoire. Jusqu'en 1870 et la fameuse grande révolte de Kabylie, l'Algérie n'est pas véritablement une possession française, c'est une fiction en réalité, cette colonie. Et de la même façon, lorsque les Français interviennent dans la péninsule indo-chinoise à partir des années 1860, il faut plusieurs décennies pour... c'est ce que les colonisateurs appellent la pacification. En réalité, c'est la répression des révoltes, en fait. Nombreuses révoltes vietnamiennes jusqu'au début du XXe siècle, et elles vont, dans l'entre-deux-guerres, se perpétuer jusqu'à la décolonisation dans les années 1950. Donc en fait, c'est une idée assez simple, c'est que cette idée de la paix coloniale ou de la paix impériale qui aurait été instaurée par les colonisateurs, est un grand mythe,
un mythe de l'historiographie coloniale. Cette histoire de la colonisation est une histoire de révolte, de rébellion, de guerre et de révolution pendant tout le 19e et le 20e siècle. Et il s'agit aussi de raconter cette histoire, non pas comme l'histoire de défaites, mais de victoires successives, plutôt, Pierre Singaravellou. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des colons qui envahissent, qui asservissent, qui exploitent les ressources naturelles, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit, des pays dans lesquels ils sont. Le caoutchouc, par exemple, à la faveur de l'invention de la chambre à air, vous le montrez bien dans votre film. Mais c'est aussi une façon, ces victoires successives, de dire que les colonisés ne sont pas ces victimes consentantes qu'on a bien voulu nous présenter dans l'historiographie traditionnelle. Oui, c'était l'idée de restituer la capacité d'action, leur capacité d'action à une grande partie de cette population autochtone. Et donc ces victoires successives, en fait, ce ne sont pas forcément des victoires parce que beaucoup d'entre elles vont se solder par des défaites. C'est par exemple la création de la République du Rif dans les années 1920 au Maroc par Abdelkrim El Ratabi. Finalement, pendant quelques années, Abdelkrim parvient à fonder cet État indépendant face aux Français et aux Espagnols, qui est une république, qui se veut moderne, qui se veut vraiment un État moderne pouvant rivaliser et qui parvient à rivaliser avec les grandes puissances coloniales pendant quelques années avant que Pétain et ses 160 000 hommes parviennent à réprimer et à abattre ce régime. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que, y compris lorsque ces expériences politiques ont échoué, elles vont rejouer, être réactualisées tout au long de l'histoire et notamment du XXe siècle. On voit bien comment Abdelkrim et la République du Rif va influencer, y compris à travers les méthodes de la guérilla, va influencer plus tard Ho Chi Minh ou bien encore Che Guevara. Et donc c'est important de montrer cette histoire longue des résistances, y compris des échecs politiques qui peuvent avoir un rôle important politiquement, précisément, quelques années plus tard, dans une autre région du monde. Et ça veut dire, Pierre Singaravellou, qu'il y a quand même une mémoire qui se transmet, une mémoire de cette façon de résister à la colonisation et qui est propre, finalement, à ce contexte historique, quels que soient les lieux, quelles que soient les époques. Il y a une mémoire transnationale, précisément, qui se transmet très tôt, dès la fin du 19e siècle, grâce à la circulation, précisément, de ces militants anticolonialistes, de ces intellectuels nationalistes qui vont appartenir à différents mouvements politiques, qui proviennent des quatre coins du monde et qui échangent, notamment, et ça peut paraître paradoxal, notamment dans les capitales des empires que sont Paris, Londres, Berlin, Bruxelles. Ils se retrouvent dès le début du XXe siècle pour échanger des pratiques politiques, des corpus doctrinaires, parfois aussi des armes, pour trouver des financements. Et on voit bien que tout cela circule très tôt et c'est ce qui explique en grande partie la constitution de cette mémoire commune de la lutte anticoloniale. Alors on l'a dit, Pierre Singaravellou, ces trois films qui constituent la série qui sera diffusée ce soir sur Arte Décolonisation, ce sont trois films qui remettent en avant des figures historiques, parfois très connues. Vous avez cité Gandhi, parfois moins connues, voire tout à fait inconnues, et beaucoup de portraits de femmes, de figures de femmes. Par exemple, et j'aimerais ensuite, parce que c'est un personnage qui va nous permettre de déployer un certain nombre de choses, c'est une femme qui a eu accès à l'opinion publique, qui nous permet d'interroger aussi la différence entre la colonisation britannique en Inde et la colonisation française, par exemple en Indochine ou en Afrique. C'est aussi une poétesse. Cette figure, c'est Sarojini Naidu. Elle s'adressait lors d'une tournée aux États-Unis au peuple américain, c'était en 1928. Mes amis, j'ai parcouru des milliers de kilomètres pour venir jusqu'ici, en tant qu'ambassadrice d'un très vieux pays, rendant visite à la plus jeune nation du monde. Vous serez peut-être surpris qu'un pays qu'on vous a appris à considérer comme conservateur ait choisi une femme pour le représenter. Mais si vous regardez bien l'histoire de la civilisation indienne, vous comprendrez que la femme est la source et par-dessus tout l'inspiration de sa culture. Voici ce que mon pays veut vous dire avec les mots d'une vieille prière hindoue qui résonne dans chaque foyer, nuit après nuit. Shanti, Shanti, Shanti.
P, P, P. Voilà, Pierre Singaravellu, la voix de Sarojini Naidoo, il faut nous la présenter, cette femme, cette poétesse qui était aux côtés de Gandhi tout au long de son combat non violent contre la colonisation. Oui, Sarojini Naidoo, c'est un personnage très important qui est très connu en Inde et quasiment inconnu en Europe. C'est une des mères de la nation, si je puis dire, indienne. Et c'est un personnage très important pour nous parce qu'elle incarne une forme de modernité alternative. D'abord, on voit bien comment elle s'inspire de sources extra-occidentales pour alimenter sa lutte anticoloniale et son projet politique, hein, notamment de l'hindouisme, mais pas seulement. Et puis, une forme de modernité alternative parce que c'est une femme et c'est un leader politique, ce qui est assez rare dans le monde, y compris évidemment en Europe à la même époque. C'est une poétesse, elle s'engage pleinement dans le combat nationaliste au sein du Parti du Congrès. Vous l'avez dit, c'est une amie proche de Gandhi, qu'elle n'hésite pas à critiquer précisément parce qu'il n'associe pas assez les femmes à son combat jusqu'au début des années 1930. Et lors de la fameuse marche du sel, lors de la fameuse qui marche du sel, est un moment fondateur de la décolonisation. Précisément, c'est elle qui impose les femmes parce qu'elle a compris, elle a ce génie aussi de la communication politique que possédait Gandhi par ailleurs également, hein, c'est ce qui explique en partie aussi le succès de Gandhi. Eh bien, elle va s'imposer devant les caméras, devant les objectifs des photographes du monde entier qui suivent le combat de Gandhi et la marche du sel en 1930, en prenant place à ses côtés systématiquement. Et à la suite de cette opération de communication, si je puis dire, extrêmement symbolique, des dizaines de milliers de femmes vont se joindre à la marche du sel et au combat nationaliste. Elle va de la même façon. Il est très important de noter que c'est une femme qui a été formée en Inde, dans les meilleures écoles, puis au King's College de Londres et à Cambridge. Et donc, elle connaît parfaitement la culture occidentale. Et en 1928, c'est la date de l'extrait qui a été présenté ici, eh bien, elle va essayer de convaincre l'opinion publique internationale, en l'occurrence les États-Unis, puisqu'elle est aux États-Unis, de la nécessité de soutenir le combat nationaliste des Indiens. Et à cette occasion, elle va s'apercevoir qu'il existe aussi aux États-Unis des parias, des sortes d'intouchables que sont les Noirs dans les ghettos et dans les quartiers populaires des grandes villes américaines. Donc on voit bien que dans les deux sens, hein, il y a des formes d'interaction et qu'elle est aussi très marquée par la situation sociale et politique des États-Unis. Oui, on voit bien à quel point vos documentaires permettent de dessiner une contre-histoire des grands hommes, en quelque sorte, en imposant des grandes femmes aussi, mais des figures plus méconnues. Évidemment, les grands noms apparaissent connus de cette histoire de la colonisation, Brazza, Ferry et d'autres noms apparaissent, mais ils ne sont pas au centre du documentaire Pierre Singaravellu, qui sera donc diffusé ce soir sur Arte. Je le disais, cette personnalité de Sarojini Naidoo, ça permet en effet de montrer que les femmes sont présentes dans ces luttes. Il n'y a pas qu'elles. Au Kenya aussi, vous avez des exemples très présents. L'idée qu'il y a une opinion publique qui est sensibilisée à cette époque-là, dès le mouvement de colonisation, avec les sujets de la décolonisation. L'idée du récit, qui est très importante. Vous en parlez aussi à un autre moment avec l'Algérien Khattabi Yassine, qui raconte comment il est indispensable de déconstruire, de défaire le récit, le storytelling du colon. Et enfin, et c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, c'est sur cette différence entre la colonisation indienne, c'est-à-dire la colonisation de la Grande-Bretagne, par exemple, et la colonisation à la française. Quand on est à l'école, on apprend, il y a une colonisation d'association, c'est le pragmatisme anglais qui se fonde sur l'économie, et il y a une colonisation d'assimilation, qui est la colonisation à la française, avec le fardeau de l'homme blanc et l'idée qu'il faut aller civiliser les peuples d'Afrique. Or, vous déconstruisez complètement cette idée. Alors cette idée, ce lieu commun a été déconstruit depuis une dizaine d'années par plusieurs travaux d'historiennes et d'historiens, dont ceux par exemple de Véronique Dimier, qui montrent bien qu'en fait, cette idée qu'il aurait existé deux grands modèles de colonisation, en fait, est une idée héritée de la période coloniale. À l'époque, on enseignait ce qu'on appelait la colonisation comparée dans les grandes écoles françaises, dans les universités françaises, à la Sorbonne, au Collège de France également. Et l'idée que, en fait, la France, aurait développé une colonisation assimilatrice pour transformer les indigènes en de vrais bons Français à part entière, tandis que les Britanniques
politique aurait promu ce qu'on appelait l'associationnisme, pardonnez-moi, c'est-à-dire le maintien des structures autochtones, tout simplement pour essayer de conserver en place les administrations locales, y compris aussi souvent les souverains dans chaque pays. Alors on sait désormais que en réalité, il existe une différence de discours. Les élites républicaines françaises ont promu officiellement ce discours assimilationniste à certains moments, notamment sous la Troisième République, mais en réalité, dans les faits, dans la pratique, cette politique d'assimilation a été extrêmement minoritaire. Il s'agit uniquement de quelques cas très peu nombreux dans les comptoirs, les établissements français de l'Inde, à Pondichéry, à Naon, Karikal, qui concernent quelques milliers de citoyens, dans les comptoirs du Sénégal également, à Dakar, Gorée, Saint-Louis, et puis dans les Antilles françaises. Dans le reste des colonies française, la plupart du temps, cette politique d'assimilation n'est qu'un vain mot et les Français adoptent la même politique associationniste, grosso modo, que les Britanniques, notamment sous la forme du protectorat, c'est-à-dire le fait de maintenir en place les structures politiques et administratives autochtones. Alors l'Inde est très présente aussi dans vos 3 films. Je ne sais pas si c'est votre tropisme personnel, Pierre Singaravello, qui a amené cela, ou si c'est parce que c'est une matrice importante finalement pour comprendre le mouvement colonial et le mouvement de décolonisation. Peut-être aussi parce que c'est de là que viennent ce qu'on appelle les études subalternes, les subaltern studies, c'est-à-dire des historiens qui, avec la méthode de l'histoire, j'allais dire occidentale, se sont emparés de leur propre histoire et ont montré comment il fallait faire émerger des voies alternatives. C'est aussi votre projet dans ce documentaire. Je pense à Sanjay Subramanian, par exemple, qui est professeur au Collège de France. Voilà, pour les Français, mais il y a évidemment bien d'autres historiens. C'est ça qui se joue là aussi, c'est-à-dire ce combat un peu historiographique entre scientifiques aussi sur le regard, la façon de raconter, d'écrire une histoire, de la fabriquer, pour reprendre le titre d'une émission célèbre sur France Culture. Oui, bien sûr. L'Inde occupe une place très importante dans la série, d'abord parce que l'Inde est la plus grande colonie. La plus grande colonie à la fois par la taille et puis par la population concernée. Nous commençons par l'Inde avec la révolte des Sipais parce que c'est la première grande, immense, massive rébellion, révolution, guerre contre la domination coloniale britannique. Et puis, vous avez raison, l'Inde est une source d'inspiration d'un point de vue historiographique. Puisque, à partir des années 1980, toute une série d'historiennes et d'historiens indiens auxquels se sont associés des chercheurs britanniques, australiens, états-uniens, ont promu une nouvelle façon d'écrire l'histoire. Ils se sont appelés très rapidement les subalternistes, des subaltern studies, et leur projet, autour notamment d'une figure d'un historien qui s'appelle Ranajit Guha, était d'écrire une histoire par le bas. C'est-à-dire, contrairement à l'histoire que l'on racontait à la fois en Europe, mais aussi en Inde au même moment, c'est-à-dire d'une histoire nationaliste en Inde, qui donnait le beau rôle aux élites bourgeoises, notamment aux dirigeants du parti du Congrès, qui auraient conquis tout seuls l'indépendance. Ces historiens, à New Delhi, à Chennai, et puis aussi ceux qui se sont installés à New York, à Harvard, à Londres, très rapidement, raconte une autre histoire en essayant de redonner une voix aux sans-voix, à ces paysans, à ces artisans qui, dans les villages, ont contesté très tôt la domination coloniale par toute une série de pratiques à la fois militaires, mais aussi d'autres modes d'action, de contestation, la fuite, le refus de payer l'impôt. Donc restituer la diversité des formes d'action, tout ce répertoire d'actions politiques, afin de restituer encore une fois la capacité d'action. C'est ça, si vous voulez, la visée des subaltern studies, et ça a été pour nous une grande source d'inspiration. Il est 13h20, vous écoutez France Culture. Notre invité est l'historien Pierre Singaravello, qui signe et qui a coécrit une série documentaire diffusée ce soir sur Arte avec à la réalisation Karim Misquet et Marc Ball, qui s'appelle Décolonisation au pluriel. France Culture, la grande table, Raphaël Bourgois.
donc sur Arte, mais aussi sur la plateforme arte.fr. On remettra évidemment le lien sur la page de La Grande Table, parce que c'est visible jusqu'au mois de mai, je crois. Donc ça donne le temps de voir ces 3 films, Pierre Singaravelou. Et justement, on a beaucoup parlé des enjeux scientifiques, historiographiques, politiques aussi de ces films. Mais quand on fait un film, il y a des enjeux de narration, des enjeux graphiques, des enjeux qui vous intéressent, vous l'historien, qui sont ceux de l'utilisation des archives, de comment est-ce qu'on les contextualise, comment est-ce qu'on les coupe, quelles archives on utilise. Et évidemment, là aussi, avec cette problématique, qui est que les archives, les films, par exemple, sont tournés par les colons essentiellement. Oui, bien entendu, c'était le premier obstacle pour nous. La majeure partie, parfois même la quasi-totalité des archives cinématographiques dont nous disposons sont tournées par les colonisateurs. Et donc, il nous fallait trouver un moyen de restituer le point de vue des colonisés. Et donc, pour cela, il y avait d'abord une première manière de faire qui était d'utiliser l'archive coloniale à rebrousse-poil, si je puis dire, c'est-à-dire en essayant de trouver dans ces archives eh bien, le regard des colonisés, de ces femmes et de ces hommes, leur point de vue. Et c'est possible. C'est possible, par exemple, quand on retrouve l'archive de Patrice Lumumba qui, en 1956, se rend à l'occasion d'un voyage officiel à Bruxelles, eh bien, on s'aperçoit qu'il est contraint par les autorités de rendre hommage à Léopold II, qui a causé des millions de morts au Congo. Eh bien, quand on se focalise sur le regard de Lumumba à l'occasion de cette cérémonie qui a posteriori est surréaliste, on s'aperçoit du malaise de ce leader politique à ce moment-là. Et puis l'autre manière de restituer le point de vue des colonisés, eh bien ça a été précisément de faire appel à la fiction. Alors à la littérature bien entendu, mais aussi aux films de fiction, à ces traditions de cinéma qui sont extrêmement riches aujourd'hui en Asie et en Afrique. Et Donc qui Bollywood en Inde, Nollywood au Nigeria. Et qui permettent là, précisément, de relire cette histoire du point de vue des populations autochtones, et puis de voir aussi, et c'est très important pour l'historien, comment le passé retravaille constamment le présent, et comment notre présent, le temps présent, actualise sans cesse ce passé. Donc c'était une façon comme cela, pour nous, de montrer comment l'histoire ne cesse de s'écrire jusqu'à aujourd'hui. Mais comment aussi il y a des mythologies qui se créent. Je pense dans le tout premier épisode à cette princesse indienne, Lakshmibai, et donc il y a des scènes que vous montrez qui sont évidemment des scènes extraits des films de Bollywood, et donc avec toute l'outrance et l'iconographie, l'imagerie qui l'accompagne. Oui, précisément. Donc c'est un personnage qui est là encore totalement inconnu en Europe et qui est une héroïne nationale en Inde. Et c'était pour nous très important d'utiliser l'imaginaire de Bollywood en réutilisant 2 films très connus en Inde. Un premier film du début des années 1950 qui nous montre cette jeune héroïne qui est consacrée à Lakshmibai, à la reine de Jhansi, qui a été une des principales figures de la révolte des Sipais en 1857 et qui est morte au combat, qui nous la montre toute jeune, enfant, apprenant à se battre, ce qui est très atypique pour un enfant, une jeune fille de cette époque. Et puis on montre comment l'année dernière, Bollywood a sorti un blockbuster à très gros budget sur cette même héroïne, dans le cadre du renouveau nationaliste, hindouiste pour le coup en Inde, avec vraiment le gouvernement Modi en ce moment qui joue vraiment sur cette exacerbation de la fibre nationaliste et qui tente de replacer cette figure au centre du panthéon historique indien. On voit comment c'est une histoire qui continue évidemment de se jouer aujourd'hui. Pierre Singaravelou, récemment, le président français Emmanuel Macron était en voyage en Afrique et en Côte d'Ivoire. Il a tenu un discours parlant d'une faute de la République pour parler de la colonisation. On se souvient que pendant la campagne présidentielle, il avait aussi parlé de crimes contre l'humanité en parlant de la colonisation en Algérie. Dans le même temps, au Mali, par exemple, il y a une critique d'un processus
processus dit de recolonisation en parlant de la présence française, des troupes françaises, de l'opération Barkhane dans le cadre évidemment des opérations contre le terrorisme dans le nord du pays. On voit que c'est une histoire extraordinairement vivante, Pierre Sangaravello. Alors c'est une histoire d'autant plus vivante qu'en réalité, après les indépendances officielles dans les années 1950-1960, eh bien on s'aperçoit, et le cas français est bien connu pour cela, que perdurent des liens de dépendance économique, politique, militaire parfois. C'est le cas de la France-Afrique, bien entendu, que nous connaissons bien ici. Mais c'est surtout, en fait, dans le cas français, ce qui est assez frappant, c'est l'instrumentalisation, au fond, de ce passé colonial à des fins politiques. C'est-à-dire à des fins électoralistes, par exemple, dans le cas de la loi de 2005, de l'article 4, qui prévoyait d'inscrire le rôle positif de la colonisation, ou bien aussi de certains commentateurs et d'hommes politiques français qui vont instrumentaliser ce passé colonial pour ethniciser, par exemple, les questions sociales, dans le cas des émeutes dans les quartiers populaires. Instrumentalisation en France, mais pas seulement, en Grande-Bretagne aussi, Florilège. Elle est finie, l'histoire. C'est comme ça que ça se termine? Sur un happy end? Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Ça... Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Pourtant, tu le sais bien, toi, qu'elle n'est pas terminée, cette histoire. Il y a quelque chose qui se poursuit. Un malaise, un tabou, un démon à exorciser. I think the days of Britain having to apologize for a colonial history are over. I think we should move forward. I think we should celebrate much of our past rather than apologize for it. I think we should be proud of our empire because it has first given the world a almost universal language. It has accelerated the spread of the scientific, intellectual and legal enlightenment across the world. Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Le passé nous agite. Le passé ne passe pas. Pourtant, il existe un moyen pour s'en libérer. Un moyen tout simple. Écoutez la parole des anciens. Retournez sur les lieux du crime. Voilà, ce passé qui ne passe pas. On a entendu M. Guerlain, Nicolas Sarkozy évidemment, deux Britanniques, nous expliquant qu'il n'y avait pas à s'excuser pour la colonisation, ce qui célèbre l'Empire. Enfin, François Fillon, c'est un peu la conclusion, pas d'happy end malheureusement, Pierre Sangaravello, mais en tout cas une histoire vivante qui fait encore débat et dont on peut voir finalement les résultats dans les 3 films qui seront diffusés ce soir. Merci beaucoup Pierre Sangaravello d'avoir participé à la grande table des colonisations. C'est donc disponible jusqu'au 6 mai sur arte.tv. Et donc ce soir, dans une soirée présentée par Émilie Aubry. Émilie Aubry, j'en profite pour signaler son grand retour sur France Culture, au théâtre de l'Odéon. Ce sera dimanche à 11h, la reprise de l'Esprit public. On peut s'inscrire pour y assister. Merci à toute l'équipe de la grande table, Jean-Christophe Brianchon et Mathilde Tonfourcade pour les idées, Sophie-Catherine Gallet et Jeanne Copé pour la culture, avec Oriane Delacroix, avec l'aide précieuse de Sophie Marty et François Bréus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Eric Lancien, à la prise de son YouTube à Clopès et à la vidéo Souad Boukorsa.